L'émission qui vous plonge au cœur des enjeux du service public. Au cœur des enjeux du service public. Nos experts décryptent des thèmes essentiels. Des thèmes essentiels. Des échanges enrichissants et des réponses à vos questions. Ça vous concerne? Votre rendez-vous pour comprendre, participer et agir. Participer et agir. Madame, Monsieur, bonjour, il est 10h03, bienvenue à vous sur Alger 3. On est ensemble jusqu'à 11h dans votre émission Ça vous concerne avec la même équipe. Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro Nahla Bekralas. On est le dimanche 27 avril 2025. Bon début de semaine à toutes et à tous. Ça vous concerne certainement les chats et chiens errants. Ils sont de plus en plus nombreux en milieu urbain. Nos sentiments à leur égard sont partagés entre peine, empathie, notamment quand il s'agit de chatons et de chiots, et peur face à une meute de chiens déchaînés. Mais au-delà de notre ressenti devant ce phénomène, les chiens et chats errants peuvent vite être à l'origine d'un véritable problème de santé publique, la rage. 60 000 personnes décèdent dans le monde de rage. Comment traiter ce phénomène de chats et de chiens errants tout en restant humain? Comment se transmet la rage? Comment éviter la contamination par la rage? Et comment se transmet donc ce virus? Peut-on en guérir? Existe-t-il un traitement à toutes ces questions et bien d'autres? Nous avons en compagnie avec nous dans les studios d'Alger 3 Dr Fazia Mahiout pour nous répondre. Elle est chef de département médecine préventive et analyse médicale, membre à l'Institut Pasteur d'Algérie, experte au Comité national de lutte et de prévention contre la rage au ministère de la Santé. 10h04, restez branchés sur Alger 3, ça vous concerne, revient. Bienvenue sur Alger 3, il est 10h09. Merci de nous rejoindre. Ça vous concerne, c'est en direct et c'est jusqu'à 11h. Nous parlons ce matin de chats et de chiens errants et de lutte et de prévention contre la rage. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin Dr Fazia Mahiout. Docteur, bonjour, merci d'être parmi nous. Bonjour, merci pour l'invitation et c'est un plaisir d'être parmi vous. Alors vous êtes chef département médecine préventive et analyse médicale, membre à l'Institut Pasteur d'Algérie, experte au Comité national de lutte et de prévention contre la rage au ministère de la Santé. Alors les chats et chiens errants sont de plus en plus nombreux en zone urbaine, on le voit, on le constate au quotidien. Alors selon l'Organisation mondiale de la santé, il serait 200 millions de chats et chiens errants dans le monde, particulièrement en Afrique et en Asie, sachant qu'un chat femelle peut mettre au monde 180 chatons au cours de sa vie. Pour un chien femelle, c'est 80 chiots. C'est une population qui augmente, docteur, de manière exponentielle. Est-ce préoccupant ? Il est clair que c'est préoccupant, sachant que ces chats et ces chiens véhiculent des maladies et surtout pour certaines maladies comme la rage. Donc c'est une maladie contre laquelle la médecine n'y peut rien. Il faut savoir que la rage, donc dans le réservoir, c'est l'animal sauvage. Donc si vous voulez, le chat et le chien ne sont que des vecteurs accidentels. Donc la rage, elle se transmet, c'est une zoonose. Donc ce qu'on appelle une zoonose, c'est une maladie commune qui passe de l'animal à l'être humain. Oui. Donc voilà, la rage passe à l'être humain à travers une morsure ou un léchage ou projection de bave sur une plaie ou sur les yeux ou la bouche, etc. Donc de là. Donc pas forcément une morsure. Hein. Pas forcément une morsure, c'est une petite caresse, oui, quand on a non, une pas blessure, une caresse. Une blessure à la main. Si on a une blessure à la main et on est en contact, c'est-à-dire avec un animal qui a la rage, on peut être effectivement infecté parce qu'au fait, le virus, il lui faut juste une porte d'entrée. Et si cette porte d'entrée est disponible, il s'installe. Voilà, pour peu que l'animal mordeur
soient porteurs de ce virus. Oui. Donc de là, quand on est mordu par un animal qui a la rage, au fait, il y a deux solutions, ou il y a deux chemins que l'être humain prend. Donc dans il y a le premier chemin, donc où cette personne va faire les premiers gestes et se dirige après vers une polyclinique, à l'hôpital, etc., et reçoit le traitement adéquat. Donc il faut savoir que la maladie, elle est quasiment évitable après une série de vaccinations et d'injections d'infiltration d'immunoglobulines, soit on ne fait rien, et dès qu'on a l'apparition des premiers symptômes, C'est trop tard. malheureusement, on est condamné, la médecine n'y peut rien. Alors, quand on parle de la rage, est-ce que forcément l'animal est agité, il est agressif ou non? Pas du tout. Au fait, ce qu'on a, on a l'animal, il a un changement de comportement. C'est-à-dire, si vous avez, mais pas forcément. Au fait, il y a deux sortes. Il y a la rage paralytique, où l'animal devient très, il s'isole, il veut plus manger, il est dans son petit coin, il ne bouge pas, etc. C'est la rage paralytique. Ou vous avez d'un autre côté la rage où, comme on dit, c'est un enragé, il devient violent, agressif, etc. Mais toujours, il n'a toujours pas envie de manger, de boire, il refuse de s'alimenter, etc. Au fait, on a un changement de comportement par rapport à l'animal. C'est ce qui alerte le propriétaire, bien sûr, et la notion de contact direct avec un autre animal. C'est-à-dire, soit il a été en contact avec d'autres animaux, il s'est battu, il a été blessé, il a été mordu, griffé, voilà. On a toujours cette notion de contact avec un autre animal. Très bien. Alors, est-ce que les cas de morsure chez nous sont fréquents en Algérie, et est-ce que les cas de rage sont importants, ou on est à un stade plutôt tranquille, il ne faut pas s'alarmer? Au fait, un seul cas de rage, c'est un cas de trop. Oui. Donc, même si vous avez un cas de rage dans le pays, c'est alarmant. On n'est pas censé avoir cette maladie en Algérie. Mais par rapport aux morsures, malheureusement, le nombre de morsures augmente d'année en année. Par exemple, il y a quelques années, je ne sais pas moi, en 2014, 2015, on était à 110 000. Aujourd'hui, pour les cas de morsure, je précise, aujourd'hui, on est passé à plus de 200 000 cas de morsure. Donc oui, effectivement, c'est alarmant. Du moment que les cas de rage proviennent, c'est un cas de morsure qui peut se transformer en cas de rage. Et par rapport au cas de rage, donc nous, l'Algérie, enregistre approximativement 15 à 20 cas de rage par année, qui se situent au nord et à l'intérieur du pays. Et aussi, on a remarqué aussi que la distribution des cas de morsure qui étaient principalement centralisés au niveau du nord et de l'intérieur, aujourd'hui malheureusement, tous les pays, toutes les wilayas sont touchés par les morsures. Il n'y a qu'une seule, sur les 58 wilayas, il y en a 57 qui sont touchés par les cas de morsures. Donc aujourd'hui, les chiens et chats errants, on les trouve sur l'ensemble du territoire national. Les morsures sont donc sur l'ensemble du territoire national, des cas sont enregistrés. Et la rage également? La rage, ce n'est pas sur tout, heureusement, ce n'est pas sur tout le cas, sur tout le territoire national. Mais ce qu'on a relevé, c'est que ça commence à s'étendre au sud. Il y a quelques wilayas qui ont enregistré des cas de rage. C'est un phénomène qui n'existait pas avant, parce que il y a une dizaine d'années, le sud était épargné par les cas de rage.
Très bien. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des précautions à prendre quand on se fait mordre par un chien ou par un chat, on se fait griffer par un chat. Quels sont les premiers gestes à avoir juste après cela? Et qu'est-ce qu'il faut faire? On sait que les enfants sont les plus exposés, hein. Ils aiment bien donc avoir des chiens et des chats à caresser. Ils sont là à chercher, à courir derrière eux. C'est les plus exposés à ce risque. Oui, pratiquement, il faut savoir que plus de 40% des cas de rage concernent malheureusement les enfants. Oui. Donc, comme vous avez dit, ils vont vers les animaux pour les caresser, Oui. voilà, pour jouer avec eux, etc. D'où l'importance de l'éducation, que ce soit au niveau, que ce soit à la maison ou à l'école. Voilà, par exemple, déjà avant les premiers gestes, il faut savoir que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, quand on ne connaît pas le chien, le chien ou le chat, on ne le touche pas. Voilà. Il y a des chiens, même s'il n'a pas la rage, il y a des chiens qui sont très très agressifs. Hein. On a vu des vidéos sur les réseaux sociaux où le visage est carrément Défiguré, arraché, oui. défiguré, etc. Mais bon, voilà, donc on ne nourrit pas et on ne touche pas un animal qu'on ne connaît pas et qui ne nous connaît pas. Parce que pour cet animal, si vous allez vers lui pour lui, il prend ça comme une agression. Au fait, il vous connaît pas et vous allez le toucher. Pour lui, c'est une agression. Donc, il contre-attaque si vous voulez. Et voilà. Et quand on est mordu ou griffé, la première des choses à faire, c'est d'aller se laver ou mettre cette lésion, cette blessure sous un jet d'eau. C'est-à-dire on ouvre le robinet, on laisse, par exemple, c'est au niveau de la main, on laisse notre main minimum 15 minutes sous l'eau. Parce qu'il faut savoir, c'est que ce virus, une fois qu'il rentre dans votre corps, il se multiplie localement. Très bien. Donc, avant de se propager. Exactement. D'accord. Donc parfois, si ce virus s'est multiplié, vous pouvez, en mettant sous l'eau votre bras ou la lésion, vous pouvez vous débarrasser de 90% du virus. C'est aussi simple que ça. Donc mettre de l'eau. C'est pas que ça. Oui. Ça, c'est les premiers gestes. Oui, les d'accord. premiers gestes, évidemment. Exactement. C'est se mettre, voilà. Est-ce qu'il faut mettre une solution avec ou oui, que de l'eau? bien sûr. Même Oui. si on est, par exemple, dehors, on n'est pas, voilà, on n'a pas accès à un robinet. On achète une bouteille d'eau, 2 bouteilles d'eau et on verse dessus. Très bien. Parce que, j'insiste là-dessus, le virus se développe localement et c'est d'abord localement s'en débarrasser. Oui. Et s'il y a une partie il y a ça et il y a autre chose aussi. Par exemple, le chat ou le chien peut transmettre d'autres zoonoses, comme on a dit tout à l'heure. Oui. Vous l'aviez dit, comme par exemple le tétanos ou la maladie des griffes de chat. On peut l'avoir comme ça. Par exemple, le tétanos, voilà. Nous, on pense que voilà, quand il y a de la rouille, on a peur du tétanos. Mais au fait, on trouve le clostridium, les spores du clostridium tétani, on le trouve dans la terre. Et comme ces animaux sont tout le temps, voilà, ils jouent avec la terre, ils ont leurs ongles imprégnés par cette terre, ils peuvent vous transmettre d'autres zoonoses. D'où donc le traitement après avoir été mordu. Donc, comme j'avais dit, vous allez vers une unité antirabique. Il me semble qu'à travers tout le pays, on a 706 unités antirabiques. C'est des unités qui ne font que ça, voilà, qui ne s'occupent que de la prise en charge du risque rabique. Donc ici à Alger, il y en a un peu partout disséminés au niveau de la wilaya. Donc directement, on va vers une unité antirabique. Comment les reconnaître? Elles sont dans une structure hospitalière, polyclinique? Elles sont au niveau des polycliniques. Très bien. Donc voilà. Structure de proximité vraiment. Exactement. Oui. Et vous avez, par exemple, ici à Alger, il y en a à El Ketar, il y en a pratiquement dans tout le territoire national. À l'Institut Pasteur, d'ailleurs, voilà, pour l'anecdote, l'Institut Pasteur a été ouvert pour prendre en charge les cas de morsure. Et ensuite, on a développé Donc, je disais nos activités. Donc, je disais, voilà, quand on va à la polyclinique, là, le médecin évalue
votre morsure. Il y a une classification, donc il y a un grade 1, il y a un grade 2, il y a un grade 3. Par exemple, le grade 1, quand vous avez dit tout à l'heure, le caresser, on ne fait absolument rien parce que vous avez caressé son pelage, vous vous êtes lavé les mains, il n'y a pas eu, comme je disais, de porte d'entrée. Donc là, on vaccine pas. Et il y a le grade 2, on donne une vaccination, et il y a le grade 3, on donne une vaccination et une infiltration des immunoglobulines antirabiques. Et pour protéger des autres zoonoses, si la plaie elle est souillée, on donne un traitement antibiotique. Et on fait une vaccination anti-diphtérie et tétanos. Très bien, donc c'est un traitement préventif parce qu'on ne peut pas dépister si on a réellement la rage ou pas. Malheureusement, c'est quand c'est trop tard, parce que voilà, comme j'avais dit, le virus se multiplie. Donc généralement, c'est après le décès. Bon, on peut le faire, le diagnostic en antémortem, mais c'est après l'apparition des symptômes. Et comme je l'avais précisé, une fois que vous avez les symptômes, c'est trop tard. Donc c'est surtout le diagnostic humain, je parle. Hein. On le fait pour donner un diagnostic de certitude, c'est-à-dire pour dire que oui, cette personne est morte par la rage, et malheureusement elle va rentrer dans les statistiques. Alors quand on doute, quand on a ce risque donc d'avoir la rage, quand on se fait mordre par un chien, griffé par un chat, donc vous l'avez dit, il faut se laver un peu, localiser cette zone infectée, et puis donc se diriger vers une structure. L'eau et mettre de la bétadine aussi. Très bien. Voilà. Donc c'est la solution. Voilà, et surtout ne pas couvrir la plaie, même si elle est importante. La laisser parce que le virus est sensible à la lumière. Donc il faudra laver avec de l'eau, mettre de la bétadine, une solution alcoolisée, et ne pas couvrir, et directement se diriger vers une unité antirabique. Alors ça doit se faire dans l'heure qui suit la morsure. Dans l'idéal. Oui, sinon on a combien de temps devant nous? Au fait, on n'a pas le temps. Oui. Dans l'idéal, c'est d'aller le plus vite possible. Oui. Je veux dire, on lâche tout ce qu'on a, ce qu'on a à faire, et on va. C'est une urgence, au fait. Oui. Voilà. Généralement, les enfants le cachent à leurs parents par peur d'être grondés par leurs parents. Là aussi, il faut peut-être. D'où, peut-être que je vais rentrer dans un autre chapitre. Donc, pour ce qui est des enfants, malheureusement, comme j'avais dit tout à l'heure, ce sont plus de 40%, parce que tout à l'heure, je parlais de classification. Et généralement, les enfants, c'est un grade 3, parce que le grade 3, c'est quand on a des lésions au niveau des mains, du visage, et quand on a des saignements. Et comme l'enfant est petit de taille, il est à la hauteur du chien, donc le chien, il a accès plus rapidement au visage, et l'enfant se défend, donc il met ses mains devant son visage. Et donc le chien, c'est le visage et les mains qu'il attaque en premier lieu. Et comme vous avez dit, les enfants ont peur, par exemple, parce que peut-être la maman ou le papa, ne joue pas avec le chat, il est sale, il peut te transmettre des maladies, mais malgré ça, l'enfant le fait. Et puis quand il est griffé, il le cache à ses parents. Et donc, il ne reçoit pas le traitement. Aux parents de s'inquiéter, donc de voir ces griffures. Voilà, aux parents d'expliquer qu'il ne faut pas jouer avec des chiens et des chats qu'on ne connaît pas, et parfois même qu'on connaît, voilà. Et mais si jamais on est griffé ou mordu, il faut vite venir me le raconter. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais avec mes enfants, et ça a toujours marché. Par contre, peut-être que je vais passer, comme je vous ai dit, à un autre chapitre. En fait, pour vaincre ce fléau, cette infection en Algérie, il y a ce qu'on appelle, on doit aller dans une approche One Health, c'est-à-dire l'implication de plusieurs secteurs, et celui de l'éducation. Oui, de l'éducation entre nationale, autres, comme un programme exactement à part entière pour prévenir donc la contamination par la rage. Alors, comme on a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-on en guérir de la rage ou non quand les symptômes se déclarent? C'est mortel. C'est mortel. C'est trop tard. Oui. Ça se déclare au bout de combien de temps, ces premiers symptômes? Alors, tout dépend.
Oui, Donc, ça peut se déclarer au bout de 3 jours, oui, comme ça peut se déclarer au bout de 6 mois. Comme je vous ai dit, au fait, comment ça se passe, le virus se développe localement, oui, d'accord. Ensuite, il se déplace dans les nerfs périphériques jusqu'à ce qu'il arrive au niveau du système du SNC, j'ai le Oui. dit, euh, du système au nerveux. niveau du cerveau. Oui, Quand il arrive au niveau du cerveau, à ce moment-là, on commence à avoir des symptômes. Donc, ça dépend de la localisation du virus. Plus on est proche du cerveau, plus rapide rapide. sera la propagation. oui, Et voilà. Et ça dépend aussi de la multiplication du virus, si elle est lente ou rapide. oui. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, si vous vous faites mordre il y a plus d'1 mois, de 2 mois, de 3 mois, venez vous faire vacciner. Mis à part si l'animal est toujours vivant. Si au bout de 15 jours après la morsure, l'animal est toujours vivant, là, il n'y a pas lieu de se vacciner. Parce qu'il aurait, lui aussi, il serait mort. Sinon, s'il avait la rage. Au bout de 15 jours, il décède s'il avait la rage. C'est pour ça qu'on met, après une morsure, on met l'animal en observation chez le vétérinaire ou chez soi, on l'isole. Bien sûr, on le nourrit, Oui. on lui donne à boire, mais on l'isole pour voir s'il a la rage ou pas. Ce qu'on appelle, voilà, on le met en observation. Voilà. Pour savoir donc et prendre aussi les précautions qu'il faut justement pour éviter que cette contamination touche d'autres personnes et puis pour sauver cette personne qui a été mordue. Restez avec nous sur Alger Chien 3. Nous parlons ce matin de la rage de ces chats et chiens errants qui peuvent porter un risque quant à la contamination à la rage. Je rappelle que nous recevons aujourd'hui docteur Fazia Mahyout qui est avec nous. Elle est chef du département médecine préventive et analyse médicale, membre de l'Institut Pasteur d'Algérie, experte au Comité national de lutte et de prévention contre la rage au ministère de la Santé. Il est 10h32 sur Alger Chat 3. On est en direct dans votre espace Ça vous concerne et nous parlons ce matin des chats et des chiens errants, de cette contamination qui est fort probable par la rage suite donc à la prolifération de ces chiens et chats errants. On sait qu'ils sont de plus en plus nombreux. L'OMS estime à 200 millions le nombre de chats et de chiens errants dans le monde. Nous recevons dans les studios d'Alger Chien 3 docteur Fazia Mahyout, qui est chef de département médecine préventive et analyse médicale, membre à l'Institut Pasteur d'Algérie, experte au Comité national de lutte et de prévention contre la rage au ministère de la Santé. Je vous souhaite encore la bienvenue, docteur. Merci. Nous avons parlé en première partie donc de cette contamination, de ce qu'il faut faire. On a donné des chiffres concernant le nombre de morsures et les cas de rage en Algérie. Ça touche l'ensemble du territoire national. Même le sud donc est gagné par ces chats et chiens errants. Des morsures sont enregistrées au sud. Pas de cas de rage, fort heureusement. Ça se localise au niveau du nord. Aussi, mais pas aussi, hein, ça oui. commence à commence investir quelques wilayas du sud. C'est pas le sud, dans tout le sud, qu'il y a des cas de rage, mais ça descend. Mais ça commence oui. à aussi gagner donc le sud algérien qui n'était auparavant pas touché par ça. Alors nous avons en ligne avec nous justement quelqu'un qui travaille et qui est dans cette pour qui cette cause est précieuse, donc il travaille là-dessus. C'est Talar qui est bénévole et justement on parle ce matin d'approche humaine et durable surtout pour solutionner ce phénomène, ce problème auquel nous sommes confrontés à l'instar d'autres pays, à savoir les chats et chiens errants. Talar, bonjour, merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour Nahla, bonjour docteur. Alors, je le disais, les chats et chiens errants, c'est une approche aujourd'hui humaine qu'il faut adopter, une approche durable. On a parlé un peu de ces risques donc de contamination par la rage parce qu'il y a des chats et chiens errants. Il y a aussi cette approche humaine que vous avez, vous, Talar, et que vous veillez à garder donc dans votre quotidien. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà des refuges qui veillent à
prendre en charge ces animaux et surtout à les stériliser parce que c'est là où résulte la solution à ce problème. Je suis tout à fait d'accord. Et pour parler de refuge, pas tellement, parce que c'est plutôt des Des initiatives personnelles. personnelles comme la Ça ne vôtre. peut pas être Oui. considéré comme un refuge ou un sanctuaire pour chats. Oui. Et le problème des initiatives personnelles, c'est que c'est pas encadré. Oui. Et on se retrouve toujours débordé par le nombre, par les maladies, parce que les chats n'ont pas que la rage quand on parle de chats. La rage est une maladie qui se transmet à l'homme Oui. et très dangereuse, comme l'a souligné le docteur, et mortelle dès que les symptômes commencent. Oui. Mais eux-mêmes, les chats, ont beaucoup de maladies qui se transmettent Oui. entre eux. Donc le problème, c'est que dès qu'un chat commence à tomber malade, il va infecter tous les autres chats. Et comme c'est pas bien encadré, il y aura beaucoup de décès, etc. Il y aura beaucoup de blabla, il y aura des problèmes, même au sein du groupe qui s'occupe des chats, il y aura des problèmes parce que ce sera toujours mal géré. Oui. C'est pas, Mhm. c'est Alors, pas très encadré. Alors, la solution, on l'a dit tout à l'heure et on l'a dit avec vous, c'est la stérilisation et puis la vaccination contre la rage. C'est la stérilisation et la castration. Oui. Et en général, c'est très efficace parce qu'il y a d'autres pays qui l'ont fait Oui, et où ça a très très bien marché. Par exemple, l'abattage, on le fait depuis maintenant je ne sais combien d'années. oui. Ça ne marche pas. Ça a montré ses Ça ne- limites, oui. Ça a montré ses limites, ça ne marche plus. Le nombre augmente et ne baisse pas. Et pourtant, le nombre d'abattages et de sorties d'abattage augmente exponentiellement par rapport à avant. Oui, Donc, ça ne marche pas. Par contre, on peut prendre d'autres modèles, d'autres pays modèles, comme la Turquie, etc. Ils font une vaccination et une castration systémique oui, et ils ont pratiquement pas de cadrage, oui. si ce n'est très, très rare. Alors aujourd'hui, justement, c'est à la charge souvent de bénévoles comme vous, même si les autorités locales le font par moment. C'est vous qui prenez cette décision. Comment vous faites pour assumer les charges, les coûts de stérilisation et puis de vaccination? Généralement, c'est à charge personnelle Oui. ou groupe, on se met entre nous et où on finance ça. Mais maintenant, il y a d'autres solutions. Le problème, c'est le facteur humain. Il n'y a pas assez de personnes qui connaissent la cause et qui aident Par exemple, moi, dans mon quartier, je m'occupe des chats de mon quartier. Oui, On est 2 ou 3. On prend les chats à l'université de Blida, oui. où les élèves apprennent à faire une castration ou une stérilisation, et c'est gratuit. Très bien, très bien. Donc vous avez Et trouvé le un peu vaccin le est moyen gratuit. de le faire gratuitement. Et le vaccin est gratuit aussi. Très bien. Le vaccin est gratuit, on peut se le procurer. Vous pouvez vous le procurer d'où? De la fac. Très bien. Donc vous les emmenez là-bas, vous les faites vacciner et puis vous les faites stériliser là-bas aussi. On les fait stériliser ou castrer pour les chats mâles et on Oui. les remet pour la femelle, on la garde par exemple, je les garde chez moi quelques jours histoire pour que la plaie guérisse un Oui, peu. oui, Pour les mâles, on peut les relâcher directement parce que c'est une intervention très très simple très très simple qui dure quelques dizaines de minutes et le chat peut être relâché juste avec une bombe anti-antibiotique pour que ça s'infecte pas. Et dans le quartier, on a pu gérer le nombre de chats. À un moment donné, on a eu Oui. une explosion de chats. Comme on les nourrissait, etc. Et que c'est des chats qu'on connaît très bien, on Oui. les connaît de nom. oui. On les nourrissait. Ah, vous et leur on les donnez traitait. carrément des noms. Oui, bien Oui. sûr, on leur donne des noms. Oui, Donc on leur donnait de la nourriture, etc. Donc ils ont explosé, le nombre a explosé. Et c'était plus possible de gérer. Oui. Parce que voilà, les voisins commencent à se plaindre, etc. Pourtant, on a un quartier qui est un adorateur des chats. oui. Alors, Mais le nombre c'est trop. Donc on a commencé la stérilisation, on a pu gérer le nombre. et vous avez eu de bons résultats, du coup, On a eu de juste au très, niveau très de bons votre résultats. quartier. Exactement, c'est au niveau local. Et on a un peu exporté cette idée à des quartiers voisins où on connaît des gens. Oui, Et ça marche très très bien. Donc Très si on peut prendre cette initiative et la mettre sur une plus grande échelle et Oui. une échelle plus cadrée,
La Ce serait généraliser. une très bonne, ouais, ce serait une très très bonne solution. Alors, combien de chats vous parvenez justement au niveau de votre quartier? On parle aujourd'hui de surpopulation, hein. Vous avez dit que grâce à la stérilisation, alors le principe c'est capturer, stériliser et relâcher. Quel est le nombre aujourd'hui? Comment vous avez pu constater la diminution de cette population canine? On a été en 2015, on était à 450 chats dans mon quartier. Oui, On a été à 300, c'était beaucoup trop. oui. Maintenant, on est à un maximum une cinquantaine de chats. Très qu'on bien. Donc, c'est connaît, des qu'on chats qui se nourrit. sont pas C'est des chats reproduits. vieux. Oui. C'est des chats vieux Et vaccinés sans danger pour les enfants. vaccinés, sans danger pour les enfants, sans danger pour eux-mêmes et Oui. en bonne santé. Est-ce que vous avez tenté justement une approche pédagogique par rapport avec les enfants en milieu scolaire? Est-ce que ça... Comme on n'est pas des Vous professionnels. n'avez pas du sujet, d'agrément, oui. On n'a pas d'agrément, on n'est pas des professionnels du sujet. On le fait juste par humanisme et Oui. par amour des animaux en général. Oui, On peut pas faire ça. On peut pas. Ce qu'on fait, on le fait très localement. oui. Très localement. Il y a eu des initiatives où des gens ont essayé de faire des refuges et ont essayé de faire des associations. Mais ça n'a Mais pas le marché. facteur humain, c'est très difficile en Algérie parce que chacun est occupé par ses intérêts et le problème c'est que c'est pas très encadré et c'est pas très connu. Très bien. Pas très connu. Très bien. Je vous remercie, Talak, pour ce témoignage que vous nous avez apporté. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir participé à l'émission, Talak. Merci beaucoup. Alors, on a carrément aujourd'hui, docteur, une idée un peu claire et précise que la stérilisation et puis la vaccination, ça marche très bien. Talak nous a dit qu'au niveau seulement de son quartier, il a vu la population canine considérablement diminuer. Et puis, les chats et chiens qu'ils ont actuellement sont sans danger. Effectivement, il est clair que la vaccination et la stérilisation des chats et chiens d'abord domestiques, ensuite errants surtout, parce qu'on est beaucoup plus le nombre de cas de rage, c'est généralement c'est des chats et chiens errants, qui sont causés par des chats et chiens errants. Il est clair aujourd'hui, comme je vous ai dit au tout début de l'émission, que le nombre de morsures tend à augmenter d'année en année. Si les morsures augmentent, forcément la population canine, celle des chiens et des chats, augmente en parallèle. D'où la nécessité, j'allais dire, de contrôler cette dynamique. Voilà. Et aujourd'hui... Justement, quelle est l'approche aujourd'hui qui est entreprise par les pouvoirs publics? Vous l'avez tout à l'heure parlé, One Health. Excellent. Voilà, c'est une approche, il faudra, pour vaincre ça, il faudra une approche One Health, parce que là, on est en face c'est pas une maladie, c'est une maladie au fait, mais c'est une zoonose. Ça ne concerne pas, parce que généralement quand on dit voilà une personne malade, ça concerne directement la santé humaine, d'accord. Mais aujourd'hui, on parle de la rage, qui est une zoonose. Donc la zoonose, il y a plusieurs secteurs qui sont impliqués dans la prévention et la lutte contre le zoonose. Donc d'ailleurs, il y a un comité national de zoonose où plusieurs secteurs sont impliqués, parce que pour vaincre ces zoonoses, il y a une interdépendance entre la santé, le ministère de la Santé, de l'Agriculture et de l'Intérieur principalement, mais il y a aussi l'implication des autres secteurs. Par exemple, pour la santé, c'est tout ce qui est vaccination, formation des professionnels de la santé, la sensibilisation de la population, information de la population, voilà, et faire des enquêtes autour des cas de rage. Pour ce qui est de l'agriculture, c'est la gestion de cette population errante ou divagante, hein, parce que parfois vous avez des chiens, voilà, qui sont dans le quartier, qui vivent un peu chez tous les voisins, qui sont bienvenus chez tous les voisins. Très bien, c'est magnifique, mais il faudra penser à vacciner ce chat pour qu'il ne devienne pas un danger
pour nos enfants, pour notre famille. Et comme l'a dit tout à l'heure oui. Tarek, il faudra penser aussi à stériliser cette population parce que c'est mathématique. Vous avez le nombre de morsures qui augmentent de manière significative d'année en année. Donc en parallèle, qui cause ces morsures? C'est les chats et chiens. Donc forcément, leur nombre augmente, d'où la nécessité de stériliser son chat et son chien. Et même pour ces chats et chiens errants, il faudra aussi les stériliser parce que je reviens, j'ouvre une parenthèse, même quand on a un animal domestique, il faut qu'on soit un propriétaire, ce qu'on appelle un propriétaire responsable. On doit bien s'occuper de notre animal, le nourrir, lui donner à boire, etc. Mais aussi le préserver des autres maladies, comme l'a cité tout à l'heure Tarek. Donc pour cette raison, il y a différents vaccins à faire et il faudra vacciner et pourquoi pas stériliser parce que parfois on a nos chats qui sortent dehors et de mois en mois vous voyez que la population des chats augmente dans le quartier. Chacun a son chat et c'est pour ça qu'il faudra redynamiser ce nombre qui augmente. Donc et aussi vous avez aussi l'implication du ministère de l'Intérieur par rapport à ces collectivités, exactement les collectivités locales par exemple par rapport à ces chats et chiens errants donc pour la vaccination mais pas seulement parce que il y a aussi l'assainissement et l'hygiène du milieu par la collecte régulière des ordures parce que généralement dans ma consultation on reçoit des gens on m'a attaqué au fait au petit matin c'est là où les chats et chiens errants se nourrissent et si on respecte pas même nous, on doit être des citoyens exemplaires. S'il y a des horaires à respecter pour jeter les ordures, ce n'est pas comme ça ou pour nous embêter, d'accord? Mais parce qu'il y a une certaine heure à laquelle ils passent, les employés de l'hygiène passent pour collecter exactement, et pour éviter justement la propagation des maladies, etc. Mais aussi pour éviter que il y a une horde de chiens, exactement. Et qu'on se fasse attaquer parce que vous savez très bien quand un animal se nourrit, il ne faut pas s'approcher, il ne faut pas le toucher, etc. C'est synonyme pour lui d'une agression. Donc même si vous passez, vous ne le touchez même pas, il vous attaque parce qu'il se sent en danger. Et bien sûr, il y a aussi d'autres secteurs, comme j'ai dit tout à l'heure, l'importance du ministère de l'Éducation nationale pour ces enfants. Exactement, pour la prévention. Le rôle aussi des parents, il est important parce que c'est une responsabilité qui est partagée. Il y a aussi le rôle du ministère de la Justice, j'allais dire, parce que il y a aussi d'autres accidents où on se fait sciemment attaqué par des chiens. Il y a une réglementation. Il y a une réglementation où le port de la muselière est obligatoire. Aujourd'hui, on ne le voit pas. C'est pour ça que je dis, on n'adopte pas un chien et on le laisse comme ça faire ce qu'il veut. Exactement, dans la nature. Donc, quand on sort, on a un chien, on sort, il faut lui mettre sa muselière, etc. Et il ne faut pas que j'oublie un secteur, peut-être en dernier, mais pas, je le dis en dernier, mais qui a son importance. Le secteur, le ministère de la communication, à travers la télévision, à travers la radio. Je vous remercie encore une fois. C'est comme ça que on transmet l'information. Quand je vous dis qu'il y a certaines personnes qui viennent en consultation et je dis qu'est-ce que je fais? Oui, il faut le vacciner. Ils me disent oui, pourquoi? J'ai la rage. Ah, ça n'a pas disparu, c'est pas comme la peste, etc. Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a de la désinformation. Exactement. D'où l'importance des masses médias afin de transmettre l'information et surtout la bonne information. Très bien. Alors, est-ce qu'il est possible de se procurer le vaccin gratuitement ou non? Il faut le payer de sa poche, aller chez un veto et faire vacciner son animal ou peut-être un animal errant.
Moi, je peux vous dire, pour ce qui est de la vaccination humaine, c'est-à-dire pour les personnes, l'Algérie, à travers voilà, le gouvernement, à travers son ministère de la Santé, donc donne une enveloppe pour l'achat de ces vaccins et des immunoglobulines antirabiques. Oui. C'est une enveloppe qui est conséquente, d'accord. Donc, pour que cette vaccination soit gratuite, malheureusement, pour ce qui est de la vaccination des animaux, il faut aller chez le vétérinaire pour se vacciner et payer bien sûr le vétérinaire chez le privé, hein, Oui. comme chez le médecin privé. Mais bon, la vaccination dans la santé humaine est gratuite, oui. partout. Le traitement chez nous, il est disponible. Alors, tout est disponible. Oui. Le traitement antirabique, la vaccination, les immunoglobulines antirabiques, je vous ai dit, pour ce qui est de la prévention dans la santé humaine, on fait tout pour diminuer ces nombres de cas de rage humaine. Alors, ils sont gratuits, ces vaccins, mais ils ont un coût, le coût de la rage chez nous. Est-ce qu'on a une idée sur le coût de la rage Alors j'ai annoncé un chiffre, donc mais malheureusement ça sera pas conséquent parce que comme je vous ai dit, on est passé de 100 000, 120 000 à presque 200 000 plus de 200 000 oui. cas de morsure, donc ça ne va pas refléter la réalité d'aujourd'hui, mais il me semble qu'on peut travailler à diminuer avec les autres secteurs, l'intérieur et l'agriculture, à diminuer ce nombre de morsures et investir cet argent dans la formation, dans l'éducation. Dans la vaccination des chats et chiens errants. Exactement, oui, pourquoi pas. Oui. Alors, justement, on parlait tout à l'heure donc de cette contamination qui se fait de ces chiens et chats vers l'être humain, vers nous. Donc, est-ce que c'est possible qu'il y ait d'autres mammifères qui soient contaminés? Je pense à ce que nous consommons au quotidien. Excellente question. Parce que, comme on dit en Algérie, on a la rage qui est à médiation canine. Oui. Pourquoi et en Afrique principalement, et maintenant, mais vous changez de continent, vous allez en Europe, c'est beaucoup plus les chauves-souris qui transmettent la rage. Vous allez au Canada, c'est la moufette. Donc, ça change d'un continent à un autre. En Afrique, et dans l'Algérie, il y a ce qu'on dit, hein, on dit la rage à médiation canine, c'est-à-dire qu'elle est transmise principalement par le chien. Par contre, vous avez très très bien fait de poser cette question. Il faut savoir que tous les mammifères transmettent la rage. D'accord. Donc, les vaches, les chevaux, les moutons, tout ce qui est mammifère peut transmettre la rage. C'est pour ça que je vous ai dit le réservoir naturel de la rage, c'est l'animal sauvage. Et parfois, voilà, vous surtout pour les vaches, quand on a un troupeau, etc., vous pouvez avoir un chacal qui descend de la forêt, qui attaque le troupeau, etc. Et ça se transmet, et ça peut se transmettre à tout le troupeau. C'est pour ça dès qu'on voit le moindre signe pour les éleveurs et tout, ils abattent l'animal, et la tête de l'animal est acheminée à l'Institut Pasteur ou ailleurs pour faire le diagnostic de la rage. Donc l'abattage de l'animal pour éviter la prolifération, mais si on en consomme à notre insu, est-ce qu'il y a un risque? Pour le moment, il y a jamais eu de cas. Après consommation de viande infectée, il n'y a jamais eu de cas de transmission. C'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, la transmission, le virus, il est dans la salive de l'animal. D'accord. Pas dans le sang. Pas dans le sang, mais ce n'est pas une raison pour aller manger de la viande infectée. Et il n'y a pas eu de transmission interhumaine à ce jour, mais par exemple pour le personnel soignant qui accompagne, j'allais dire, parce qu'on ne peut pas soigner un cas de rage, ce personnel est vacciné parce qu'il y a ce qu'on appelle la prophylaxie
post-exposition, ça veut dire quand on est mordu, on va recevoir une prophylaxie, mais il y a aussi la prophylaxie pré-exposition qui est destinée aux professionnels qui travaillent avec les animaux, les professionnels de laboratoire qui travaillent avec le virus de la rage, les étudiants vétérinaires qui doivent se faire vacciner. Par exemple, je donne un très bel exemple avec l'université vétérinaire de Blida qui vaccine tous leurs étudiants à l'Institut Pasteur d'Algérie chaque année. Et voilà, ils sont... qui donnent un sacré coup de main à ces bénévoles. Exactement, Tout à l'heure, exactement, parce qu'il faut savoir que la vaccination pré-exposition, donc ça vous préserve, mais quand, par exemple, vous faites mordre, il faudra recevoir un rappel, d'accord ? C'est pas parce qu'on est vacciné une fois qu'on ne se revaccine plus. En cas d'exposition, pour la vaccination pré-exposition, il faut aller bien sûr à une polyclinique. Mais voilà, chapeau bas pour ces universités qui veillent vraiment dans à protéger leurs étudiants. Et je parle de cette université parce qu'ils viennent chaque année ils consacrent un budget pour ça chaque année. Voilà, ils sont au taquet. Est-ce que chaque citoyen peut se faire vacciner à titre préventif ou non ? Au fait, pour ce qui est de la vaccination préventive, donc il y a que quelques cas, plutôt en pré-exposition, il n'y a que quelques cas où elle est nécessaire. Quand on est constamment exposé, c'est-à-dire, par exemple, quand on travaille dans un parc zoologique, quand on travaille au fait avec les animaux. Il faut justifier pour cela. Les éleveurs. Pas justifié, non, mais pour les éleveurs, pour ceux qui travaillent dans le laboratoire. Par exemple, s'il y a la vaccination des voyageurs, comme la fièvre jaune, si vous partez dans une région d'endémie où vous savez que il y a des cas de rage très élevés et que vous pouvez ne pas avoir l'opportunité de recevoir un traitement, donc là, vous vaccinez. Par contre, j'insiste, aussi, pourquoi c'est pas n'importe quel citoyen qui va parce que vous allez chipoter un peu sur un vaccin d'un autre qui est exposé. Voilà, je dis, c'est vrai que et je le remercie, le ministère de la Santé, voilà, il est là, il commande assez de vaccins, là il distribue au niveau de tout le territoire national. L'année dernière, j'étais à Ain Salah, je peux vous dire qu'ils avaient c'est le fin fond du Sahara, mais ils avaient mais c'est des quotas qu'il va falloir respecter parce qu'ils sont destinés aux personnes. Voilà, c'est plus urgent. Oui, absolument. Je vous remercie, docteur Fazia Mahiout, de nous avoir donné autant d'explications et d'éléments de réponse à toutes ces questions que nous vous avons posées. J'espère que les auditeurs vont en profiter et rester vigilants. Et puis, pour ces bénévoles, continuer à faire ce travail de bénévole et faire vacciner ces chats et chiens. Il faut quand même garder cette attitude humaine envers ces animaux, chats et chiens, tout en gardant évidemment ses distances et prendre ses précautions. Merci beaucoup, docteur Mahiout. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis. À Hakim Ben Moussa qui est à la réalisation, Nesrine à la régie d'antenne, Yassine à la technique et Yassine aussi au streaming. Merci, à demain. Merci.